Le dossier 4, monsieur G qui a 56 ans, hein, avec son paquet de... C'est une histoire vraie, ça, hein. C'est pas de la blague, hein. Il arrive aux urgences, ah, ça va pas, voilà, et avec un antibiogramme. C'est incroyable un truc pareil, hein. C'est vraiment... Donc il se plaignait de quoi? Il se plaignait, alors prenez depuis le début, hein. N'oubliez pas dans ce type de sujet de parler de la clinique, et donc il vient pour détresse respiratoire aiguë avant de venir pour pneumopathie franche lobaire aiguë. Hein, mettez qui vient pour détresse franche lobaire aiguë. Si vous avez oublié ça, ça vous coûte cher, hein, ça pourrait valoir 0 à la question, hein, c'est vraiment très important. Donc sa PFLA, elle n'est pas tout venant, elle est localisée à un endroit précis, vous l'avez vu, au lobe supérieur droit, vous pouvez le marquer. Et elle n'est pas toute simple, elle se complique puisqu'il vous amène la feuille, c'est quand même extraordinaire, un truc pareil, d'une septicémie à pneumocoque, la pneumococcémie, ce que vous voulez. Voilà, le traitement anti-inflammatoire arrange rien au tableau, évidemment, hein. Les arguments, il n'y a rien de très novateur, hein. Vous les retrouvez, il faut surtout les lister et raccourcir, hein. Il faut faire une synthèse et une organisation des données de l'énoncé, et pas un recopiage une fois de plus. Le syndrome de condensation pulmonaire, il faut l'avoir vu au moins une fois. Bon, il y a quelque chose qui manque dans l'énoncé, qui n'avait pas été remis. En fait, cliniquement, c'est une définition clinico-radiologique. Donc, le syndrome de condensation pulmonaire, vous avez cliniquement puisque vous avez une condensation, les vibrations vocales qui sont augmentées. Puisque vous avez une condensation de parenchyme, si vous percutez, ça va être mat. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en plus de l'auscultation, vous pouvez avoir des râles crépitants, vous pouvez aussi entendre le souffle tubaire, parce que tout s'est collabé autour des bronches de calibre plus important. Donc vous avez une grosse bronche qui arrive dans un paquet d'alvéoles collabés, donc vous entendez quand même le mur vésiculaire dans le tube, c'est le souffle tubaire. Sur le plan radiologique, vous avez une image particulière. En fait, les alvéoles sont pleines et puis on voit les bronches encore à l'intérieur, là, le bronchogramme aérique. En fait, vous avez le parenchyme pulmonaire, il est plus aéré, et donc on appelle ça quasiment une hépatisation pulmonaire. Donc c'est un témoin d'un comblement alvéolaire, tout simplement. C'est clinico-radiologique. Que retenir de la question sur le bilan pour ce patient? Il fallait retenir que là, vous prenez 0 si vous n'avez pas saisi qu'il y avait une urgence vitale. Si vous commencez à raconter que vous voulez des sérologies, des choses comme ça, c'est très bien, mais là, c'est l'urgence vitale. Le bilan, il ne va certainement pas retarder le traitement. Devant l'état de choc, hein, vous avez, ils ont étudié ça, il y en a qui se sont amusés, hein, à faire des études et à regarder qu'en fait, vous avez 6% de décès par heure de retard à l'administration de premier antibiotique. Donc, c'est malheureusement cumulatif, donc au bout d'une heure, 6, etc. Et donc, dans l'état de choc septique, c'est l'urgence à l'antibiotique. Et ça ne coûte rien en mettant la perfusion de prendre une hémoculture et pousser 1 gramme de chloroforme. Finalement, c'est à peu près ça, hein. Donc vraiment stratifier l'urgence. Sur le bilan bactériologique que je voulais rajouter, vous pouvez toujours reprélever 2 paires d'émocs, on ne sait jamais, c'est tellement ahurissant que ça ne coûte rien de reprélever et d'avoir la documentation bactériologique au sein de l'hôpital et pas simplement un truc rapporté. Donc ça vous coûte rien de refaire 2 paires d'émocs. Le gaz, là, quand le malade arrive avec une SAT comme ça, vous n'êtes pas en train de lui dire « Attends, mais arrête de gigoter, là, je te fais le gaz avec un malade qui a 52 SAT, etc. » Vous commencez par lui mettre l'oxygène, vous pourrez tout à fait interpréter un gaz du sang avec de l'oxygène. Souvent dire mais non, je le veux en air ambiant pour avoir mon magnifique 60, je sais plus combien, 76, 86% là, ça va être parfait, ça va être très joli. L'urgence, c'est, enfin, si vous voulez, si on prend le parallèle du BPCO, comme on a vu la dernière fois, l'hypoxémie, ça peut tuer le malade, hein, ça va tuer le malade. Alors que l'hypercapnie, à l'inverse, ça ne va pas tuer le malade tout de suite. La petite différence. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur de l'oxygène. S'il a besoin d'oxygène, vous lui donnez l'oxygène, tout ce qu'il faut. Et s'il lui faut beaucoup d'oxygène, eh parfois ce ne sera pas seulement au masque, ce sera avec l'interface du tube, si vous voulez. Donc il ne faut pas avoir peur de l'oxygène. Et en l'occurrence, il ne faut surtout pas que ça retarde un gaz du sang pour peu que ce soit un peu compliqué, etc. Enfin, vous imaginez un malade dans le choc, vous lui dites allonge-toi, voilà. Enfin, ça ne va pas être facile. Ah, je cherche, arrête, c'est compliqué. La radiographie, c'était une radiographie... sans surprise, hein. Par contre, donc vous décrivez qu'elle est moche, hein, dites-le, ouais, comme tu dis, qu'elle est de mauvaise qualité, qu'elle était faite surtout en position couchée, ce qui explique cela. Et vous concluez, hein, il y avait bien un syndrome alvéolaire du lobe supérieur droit, et donc dans la conclusion, vous écrivez que sur le plan radiologique, c'est bien un aspect de pneumopathie franche lobaire aiguë du lobe supérieur droit, mais pas tout le lobe supérieur droit. Là, en l'occurrence, on pourrait presque penser que c'est plutôt le segment dorsal du lobe supérieur droit, d'autant plus qu'après, vous avez une petite image de scanner, hein, vous pouvez être aidé comme ça. Hein, et c'est plutôt le segment dorsal. Il fallait le suspecter. Est-ce qu'on avait le droit de dire PFLA alors qu'on ne l'avait pas vu à la radio? On pouvait quand même à la question 1 le proposer. Ouais, tout à fait, parce qu'il y a quand même une part clinique non négligeable. Mais effectivement, d'avoir la... Ah oui, il y a la radio avec, donc tu peux le proposer.
Tu peux le proposer, mais effectivement, pour être complet, exhaustif, il faudrait la radio. Mais tu peux tout à fait le proposer parce que tu as déjà les arguments cliniques. Mais pour être complet, il faudrait la radio. Alors en fait, quand tu fais une fibro, c'est un examen c'est un véritable examen d'effort. Ah oui, la question. Est-ce qu'on ne fait pas toujours, je vais tout le temps l'oublier, est-ce qu'on ne fait pas toujours une fibroscopie lorsqu'il y a des signes de gravité? La réponse, c'est que la fibroscopie, ça ne cible pas des signes de gravité en fait. Là, c'est intéressant à un certain moment dans des questions, d'ailleurs, on l'a proposé, mais c'est une épreuve d'effort de faire une fibroscopie bronchique. Donc quelqu'un qui est précaire sur le plan cardiaque ou sur le plan respiratoire, notamment très oxygénodépendant, tu ne vas pas pouvoir lui faire subir cet examen-là. Et là, en fait, le risque que tu prends à lui faire courir la fibroscopie bronchique, c'est la désaturation et puis l'arrêt sur la chaise de fibroscopie. Hein. Donc il y a un gros risque et tu ne vas pas avoir beaucoup de renseignements nouveaux. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que ça va te rapporter? Globalement, tu as le diagnostic clinico-radiologique, là, tu fais une péopathie. De toute façon, tu le savais sur le plan clinique, la radio te montre qu'en fait c'est une PFLA, en plus te confirme ça, mais de toute façon tu avais déjà les éléments cliniques. Tu vas fibro pas avoir grand-chose de neuf en urgence. Et donc, la prise en charge thérapeutique, là, donc il fallait remettre une fois de plus que c'était une urgence vitale. Ça fait référence à une conférence de consensus, mais là, encore une fois, c'est particulier. C'est pas tout à fait le dossier bateau de la conférence de consensus. Il a une pneumopathie grave, hospitalisé en réanimation, il n'a pas de comorbidité, il n'est pas trop vieux. Là, le malade, il arrive, il vous donne l'antibiogramme, il dit voilà, j'ai un pneumocoque et en plus, je suis gravement malade. Donc peut-être que vous avez prescrit un macrolide, comme c'était proposé dans la conférence de consensus, mais votre macrolide, en pratique, il est inutile. Donc là, vous pouviez tout à fait, dans ce sujet-là, prescrire une mono-antibiothérapie par C3G. Et là, la C3G, il ne faut pas mettre du temps avant de l'injecter. Il faut l'injecter dès que le malade arrive aux urgences. Et dès que vous le voyez dans cet état-là, il ne faut pas tarder. Hein, vous mettez la perfusion et puis après le prélèvement sanguin, vous posez le flacon de Roséphine, de Claforant, ce que vous voulez. La durée, c'est toujours approximativement 8 à 10 jours. Il n'y a pas de, c'est pas au jour près. Hein, ça, voilà. N'oubliez pas, par contre, tout le détail de la prescription d'antibiothérapie. C'est beaucoup plus important que la molécule. Hein, de mettre que vous traitez le pneumocoque, potentiellement de sensibilité diminuée à la pénicilline. C'est pour ça que vous mettez une C3G aussi, parce que vous ne voulez pas rater. Il n'y a pas le droit à l'échec. Hein. Si vous faites un échec de bactériologique là, le malade il est planté, c'est fini. Hein. Ah là, la MOX, non, c'est irréel. Là, c'est irréel. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Là, le malade, il est planté, là, c'est sûr. Hein. Donc là, tu es obligé de partir très large. Et après, si l'antibiogramme, même si l'antibiogramme, le malade il amène un antibiogramme, tu ne sais pas d'où il l'a sorti, même s'il est marqué sauvage, sensible à l'amoxicilline, tu ne peux pas mettre amoxicilline. Tu es obligé de mettre sur une pneumopathie grave qui va en réanimation, tu es obligé de mettre C3G et d'être sûr, avec ce que va te répondre ton labo, que c'est bien un pneumocoque sauvage qui sera sensible à l'amoxicilline. Auquel cas, rétrograder au bout de 2 jours de C3G, ça ne pose pas de problème en termes d'écologie bactérienne. C3G seul. Ouais. Et ça vous fait peur. Souvent, on a l'impression que plus on en met, plus on tire fort et plus ça marche. Tout à fait, je parlais de macrolide, mais en fait, il faisait la promotion d'une fluoroquinolone antipneumococcique. En pratique, la fluoroquinolone antipneumococcique, elle cible surtout les germes intracellulaires. C'est la différence par rapport à la C3G qui est moins efficace là-dessus. Et donc, du coup, tu peux faire une monothérapie dans ce cas où tu sais quel germe tu traites. Si jamais tu traites une pneumopathie grave en réanimation, tu n'as pas de documentation bactériologique, tu es obligé de mettre une bithérapie comme tu le dis. Et après, si tu sais de quel germe il s'agit, là, d'accord, tu pourras revenir à une monothérapie. Mais comme souvent tu ne sais pas, bah, tu vas mettre 8 jours de bithérapie comprenant une fluoroquinolone antipneumococcique. Donc c'est là où ils ont fait la promotion de la moxifloxacine ou de la lévofloxacine. Mais c'est pas plus efficace sur le pneumocoque, même si c'est Oh non. Oh non, non, non. Au contraire, là, on va faire le protocole de ce que proposait Takai, c'est-à-dire la C3G. Puis après, si on est sûr que la moxicilline soit bien sensible, qu'on ne passe pas à côté d'une sensibilité diminuée à la pénicilline, ben on met la pénicilline, on met la moxicilline à 3 grammes par jour. C'est très bien. Alors pour la septicémie, est-ce qu'on met un aminoside? C'est une bonne question. C'est vrai que si on prend un patient qui consulte pour un choc septique, si on n'a pas le point de départ, comme parfois souvent c'est abdominal ou urinaire, là l'aminoside a sa pleine place. Par contre, l'aminoside sur le plan pulmonaire, ça ne va pas bien diffuser, ça ne va pas être bien bactéricide, et donc tu n'as aucun gain de l'aminoside, et c'est pour ça qu'à aucun moment il a été retenu dans les pneumopathies, quel que soit leur stade de gravité. Mais c'est une bonne question qu'il faut se poser, qu'on s'est souvent posée. S'il y a un état de choc, vous traitez l'état de choc au passage, hein, il faut y penser là. N'oubliez pas d'arrêter le tabac, les INS, tout ce qu'il faut arrêter. Hein. Si vous ne l'écrivez pas là, vous l'écrirez nulle part, vous allez vous payer un 0. Hein. Et toute la mise en condition.
sur le plan du fond, s'il y a une pneumopathie sous-jacente, une pathologie pulmonaire sous-jacente, ce que je veux dire par là, ou n'hésitez pas à mettre des aérosols au BPCO, etc., hein, s'il y a une maladie pulmonaire sous-jacente. Là où c'est moins évident, là, les mesures préventives qu'on recommande aux patients à la question 6, où est-ce qu'on en était là? Ce serait bien que quelqu'un nous la fasse, cette question. Ah ouais, quelles mesures préventives tu as recommandées à ce patient? Parce que ça aussi, c'est pas une question de cours et on n'en a pas de réponse toute faite. Arrêt du tabac, compagnie. Arrêt du tabac, t'as évité un 0. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre de mal, ce monsieur? C'est tout. Non, moi j'avais mis vaccination anti-pneumococcique tous les 5 ans. Puis antigrippal tous les ans pendant qu'on y est. Ça pourrait, mais là, dans le contexte aigu, proposer le vaccin contre le pneumocoque alors qu'en plus en train de le traiter, là, globalement, c'est peut-être pas le meilleur moment. Préventive, c'est pas écrit en aigu. On va dire que c'est pas écrit, mais c'est pas le meilleur moment pour proposer. Est-ce que tu as d'autres idées, notamment par rapport à l'énoncé? Est-ce qu'il n'y avait pas un point d'appel dans l'énoncé? Notez bien ce que l'énoncé vous dit, parce que souvent, il n'y a pas de données aléatoires, ou peu de données aléatoires. L'ibuprofène, il le prend tout seul, là aussi. Hein. Donc surtout, proscrivez l'automédication. C'est peut-être ça qui a conduit au problème en partie. Hein. Donc, dites bien que les INS, il faut les éviter s'il les prend tout seul. Ah oui, la dernière ordonnance, on a rajouté un truc. En fait, il prenait d'abord du tramadol, je crois, et après, on lui a rajouté l'INS. C'est pas dit? C'est vrai, sur l'ordonnance c'était marqué. En fait, on lui a. Oui, c'est vrai, c'était la dernière ordonnance. C'est vrai que c'était pas clairement dit. En l'occurrence, le patient, il y avait. Oui, c'est vrai qu'il y avait une part. Mais c'est une possibilité. C'est vrai que c'est une possibilité. Sinon, par rapport aux autres mesures préventives, en ce qui concerne le terrain, on n'y pense pas assez souvent au foyer stomato-ORL. Et au final, foyer ORL, on trouve rarement grand-chose. Faites soigner les dents, quoi. Hein, c'est ça, hein. Faites soigner les dents. Par contre, une mesure préventive majeure, c'est que votre patient, là, chez les patients qui sont tabagiques, qui font des pneumopathies, il faut être sûr que la pneumopathie ne soit pas un fameux symptôme, comme sur le plan digestif, vous pouvez avoir des hernies symptômes ou des anomalies colorectales symptômes d'autres choses. La pneumopathie, elle pourrait survenir sur un terrain débilité à cause du tabac. C'est toujours la crainte. Les malades, ils disent bien, je ne veux pas me faire de radio parce que je sais bien qu'un jour ou l'autre, on va trouver un cancer. Et donc, lorsque on est devant ce terrain-là d'un sujet de plus de 50 ans qui fait une pneumopathie, c'est de bon ton de lui proposer de faire une fibroscopie bronchique à distance. Il n'y a pas d'urgence là, on verra plus tard, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on prendra rendez-vous, il reviendra en hospitalisation 2 jours, il fera sa fibro pour être sûr qu'il n'y avait pas d'obstruction endobronchique, d'obstacle endoluminal, de cancer, qui est favorisé la pneumopathie dans le territoire d'aval. Donc ça, c'est important comme mesure préventive à prendre. Et évidemment, l'observance thérapeutique et le suivi, ça paraît fondamental. Donc, après 72 heures de traitement, le patient restait fébrile à la question 7. Et il voulait partir. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Pour peu qu'en plus, ils ne comprennent pas bien le français. Vous avez un beau scanner. Et il y a trop d'images par rapport à ce qu'il fallait voir. Hein. En fait, j'aurais dû réduire un petit peu. J'ai pas envoyé la bonne planche, puisque c'était toute la planche en fait. Donc vous décrivez l'examen, le scanner thoracique spiralé, vous dites bien que là c'est une fenêtre médiastinale, que le parenchyme on ne veut pas le voir, c'est pas là-dessus qu'on veut le voir. Et pourtant, on le voit quand même. Hein, vous avez vu que dans les coupes hautes, on voyait des anomalies, des hypodensité en regard du lobe supérieur droit. Il n'y a pas de mystère, c'est là où il a fait la pneumopathie. Par contre, si on regarde bien aussi, la radio n'était pas tout à fait normale par rapport au bord droit du cœur. Là, en latéral par rapport au cœur, il y avait une petite anomalie triangulaire près du île. Et bien là, on la retrouve sur le scanner. Il y a des petites hypodensités. Et qui, en fait, la pneumopathie s'étendait déjà au lobe moyen. Finalement, il y avait une extension au lobe moyen. Là, c'est du petit détail. On reste dans la rubrique de la pneumopathie franche lobaire aiguë, mais on voit que c'est jamais tout à fait 100% pur comme dans les livres. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'épanchement pleural droit. Et il y a un liseré. Donc ça, c'est pas la plèvre qu'on voit, c'est bien du liquide dans la cavité pleurale. La plèvre est normale. Par contre, il y a une bande hyper dense en regard du liquide qui correspond à de la compression juste passive, mécanique de l'épanchement sur les alvéoles postérieures. Donc c'est de la téléctasie passive en regard, c'est ça donc il y avait un petit syndrome de condensation alvéolaire en regard, c'est juste par rapport au fait qu'il y a du liquide et que le poumon est comprimé, donc ça tasse un petit peu les alvéoles en regard. En tout cas, vous avez noté que le scanner thoracique, il était injecté avec du produit de contraste et qui opacifiait bien le réseau veineux, enfin en tout cas le réseau veineux, ce que je veux dire par là, c'est le réseau de l'artère pulmonaire, donc on pouvait même éliminer dans le volume pulmonaire proximal, hein. On pouvait même regarder ça aussi, les vaisseaux, puisqu'on est sur des coupes médiastinales. Qu'est-ce que vous en profitez
profiter de regarder sur les coupes médiastinales, on voit que le médiastin n'est pas tout à fait normal. Il y a des petites anéopathies. Hein, on voit très bien des petites anéopathies, notamment sur la première planche. Il y a des anéopathies qui sont localisées en péribronchique par rapport au lobe supérieur droit et latérotrachéal. Bon, là, c'est sur la première ligne d'image en fait. Si vous suivez même en fait sur l'image tout en haut à droite, on a déjà la bifurcation de la carène et il y a une opacité qui est en plein milieu. Il y a aussi un petit ganglion qui doit être à peu près centimétrique à vue de nez sous-carinaire. Ce que vous allez proposer aux patients comme conduite, c'est de rester. Hein. Et donc ça, vous l'écrivez et vous décrivez bien que vous mettez tout en œuvre, tous les moyens en œuvre pour convaincre le patient de rester en lui expliquant ce qu'il encourt en restant, ce qu'il encourt en partant et le pourquoi il ne faut pas partir, etc. Et ce que vous lui proposez de faire, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut aussi marquer dans le dossier médical. Qu'est-ce que vous feriez là? Là, vous feriez, il est fébrile, il a du liquide dans la plèvre, il faut aller ponctionner la plèvre absolument, hein, parce que une pleurésie purulente, ça s'en va pas tout seul. Les antibiotiques, c'est pas très efficace pour aller dans le pus et en plus dans une collection dans la plèvre. Il n'y a pas de vaisseau en plein milieu là, a fortiori dans le pus. Et donc il faut faire cette ponction pleurale droite, voir si c'est du pus ou non. Si c'est du pus, il n'y a pas de question à se poser, il faut drainer ça. Et ce qui peut se produire aussi, là c'était le cas, c'est que ce soit pas vraiment du pus. Vous allez voir l'examen macroscopique et puis vous envoyez de toute façon le prélèvement. Pareil, si c'est pas du pus en biochimie, il faut savoir les protides, hein, en anapathe, en BK toujours de principe, hein, puis ça coûte pas très cher. Et en bactériologie, bien évidemment. En bactériologie, ils regardent aussi les cellules. Ils vous répondront sur l'état des cellules, le nombre de cellules, si elles sont normales ou pas normales, si visiblement il y a une réaction infectieuse, si les polynucléaires sont altérés ou pas, et combien il y en a, évidemment, un minimum de cytologie que vous pourrez confronter avec les données anapathes. La conduite à tenir que vous proposez, c'est ce que tu disais aussi, c'était éventuellement de ne pas rester à du claforan ou une C3G pendant 8 jours. Et peut-être qu'avec les données bactériennes, on peut revenir à l'amoxicilline à 3 grammes par jour, ça peut être très bien. Et surtout, une fois que vous avez fait votre ponction pleurale, vous n'oubliez pas la radio. Toujours, un petit réflexe. Ça, c'est ce que vous proposez au malade, donc ce que vous écrivez dans la question. Et la dernière question, vous disiez qu'il y avait pas mal de polynucléaires neutrophiles, en tout cas en proportion, et que, en tout cas, c'était pas du pus, ils n'étaient pas altérés, et que bactériologiquement, il n'y avait pas grand-chose, tout au moins au direct. On a la réponse assez rapide, et puis en plus à la culture. Donc, qu'est-ce que c'était cet épanchement? En fait, c'est un épanchement pleural réactionnel, ça s'appelle un épanchement parapneumonique. Ce qu'il faut penser à faire, si vous avez un épanchement, vous avez une pneumopathie, du liquide dans la plèvre. Si c'est du pus, il faut l'enlever. Si c'est pas du pus, ça pourrait le devenir. Comment vous pourrez l'anticiper? C'est en recueillant là dans la seringue, là, quand vous prélevez, vous faites une grosse seringue de 50, vous faites vos tubes, et dans ce qui reste, vous ne le jetez pas, soit vous mettez des tubes au frigo pour le cas où, soit plutôt vous mettez une partie dans un tube sec aussi à côté, et vous trempez dedans une noinette urinaire. Comme ça, vous allez voir le pH. Si c'est acide, c'est un marqueur de réplication bactérienne. Et donc si les bactéries répliquent, c'est qu'il y a un risque d'évolution vers la pneumopathie, vers la pleurésie purulente. Donc si c'est très acide comme ça, si c'est moins de 7,20, il faut drainer aussi. Voilà, c'est assez simple. Là, en l'occurrence, l'épanchement, même s'il est parapneumonique non affecté, donc parapneumonique réactionnel, il est fébrile, vous pouvez très bien l'évacuer, vous profitez de la ponction pour l'évacuer, vous mettez un petit système. Vous avez déjà fait non, pas tous des ponctions pleurales évacuatrices du coup. Ce que je vous propose de faire, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous faites vos ponctions pleurales, en fait la différence c'est qu'il faut monter, vous ponctionnez toujours pareil, avec votre seringue, votre aiguille, vous ponctionnez tout droit, et puis avec donc en aspiration. Et en fait, quand vous prévoyez d'évacuer, la différence c'est qu'entre l'aiguille et votre seringue, vous montez un petit robinet. Et sur le petit robinet, donc un robinet 3 voies, ça va permettre d'avoir une voie de sortie, vous le fermez par sécurité, vous arrivez dans le liquide, donc là vous avez un peu de liquide, si vous voulez en prendre, vous en prenez avec la seringue, et après, vous... en fait, ce qu'il faut avoir prévu de faire comme montage sur le robinet, c'est de mettre, plutôt que de mettre un tuyau qui tombe avec la pesanteur jusque dans un bocal comme pour une ponction d'acide, vous prévoyez de brancher ce petit tuyau sur un redon aspiratif. Hein, vous allez en chirurgie, les redons de 600 cc si vous voulez enlever 600, ou les petits de 20 si vous voulez enlever 1. Enlever 20, ça n'a pas de sens. Prenez des bouteilles de 600, vous en prenez, je sais pas, 3-4 là, 4-5. Et puis, il y a dedans, c'est en stérile, vous avez la bouteille avec la dépression, vous avez toute la tubulure, et vous pouvez adapter la tubulure au robinet, et donc du coup vous pouvez évacuer la plèvre de manière manuelle comme ça. Si vous faites les évacuations avec la simple pesanteur, vous pouvez attendre des heures, et comme il y a l'aiguille dans la plèvre, vous devez rester là. Bon courage. Hein. Alors qu'avec l'aspiration dans le redon, au moins vous êtes tranquille, ça va aller vite, et il va falloir 5 minutes pour faire 600, et puis etc. Donc pensez à aller chercher en chirurgie, souvent il n'y en a pas ça, dans les services des systèmes aspiratifs, ça va beaucoup plus vite. Du coup, j'ai pas entendu si le pH est inférieur à 7,20, qu'est-ce que vous faites?
Si le pH est inférieur à 7,20 dans l'épanchement pleural parapneumonique, c'est un marqueur de réplication bactérienne. Donc si tu as un épanchement qui n'est pas purulent, qui est juste réactionnel, mais qui est très acide, il faut quand même le drainer. C'est-à-dire que tu pourrais très bien faire ta ponction pleurale au départ, hein, chez ton patient. Là, tu l'as fait, tu l'évacues parce qu'il a de la fièvre. De toute façon, c'est probablement ça qui donne la fièvre et qui sera mieux, il sera mieux sans du coup parce qu'il est symptomatique. Mais si tu as une pnéumopathie, un épanchement pleural, tu prélèves l'épanchement pleural, c'est pas du pu, mais c'est acide, il ne faut pas fermer les yeux sur l'épanchement pleural.